Voilà. Et voilà, c'est fait. Et bonjour à tous, bienvenue à ce caucus logement des forces fraîches. Tout d'abord, en levant la main, qui ne connaît pas les forces fraîches? Parfait, excellent. Donc, mise en contexte, le Force fraîche, c'est une initiative qui a été lancée par deux OBNL. Un, c'est le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia, le BIM en Estrie à Saint-Adrien, et Mangrove. Puis dans le fond, l'essence, c'est pendant les dernières années, à Saint-Adrien, il y a eu pas mal de visibilité grâce à plusieurs projets intéressants, dont le BIM. Et donc, on a vu plusieurs familles ou entrepreneurs porteurs de projets avoir un intérêt d'arriver vers Saint-Adrien. Puis à un moment donné, des fois, le timing n'était pas bon. On se disait, il me semble que ça serait le fun de pouvoir rediriger ces entrepreneurs, ces porteurs de projets vers d'autres régions du Québec qui auraient un intérêt de les accueillir. On se demandait de quelle manière faire ça. Puis aussi, on se demandait, est-ce qu'il y a une communauté d'entrepreneurs et de porteurs de projets qui considèrent déménager ou qui ont une sensibilité à avoir un impact dans leur nouvelle communauté? Donc, on a lancé ce groupe Facebook d'intelligence collective des Forces fraîches pour voir s'il y avait une communauté. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 1015 entrepreneurs, porteurs de projets, agents de développement et gens qui gravitent autour pour essayer de comprendre un peu cette bibite qui est les Forces fraîches. Puis, qu'est-ce que c'est, dans le fond, les Forces fraîches? C'est une communauté qui a pour mission d'inspirer, outiller et favoriser le maillage entre les entrepreneurs et les porteurs de projets qui sont soit en mobilité sur le territoire, qui considèrent déménager ou qui viennent d'arriver dans une région puis qui ne connaissent pas encore l'écosystème local, et les organismes socio-économiques et culturels des 17 régions du Québec. Donc, ce qu'on propose, dans le fond, c'est que c'est une série de caucus thématiques par communauté de pratique, toujours gratuits virtuellement. On fait des ateliers de formation gratuits sur différentes dimensions d'un projet pour les aider à avancer. C'est beaucoup autour de l'intelligence collective, donc d'amener les gens à se rencontrer puis à échanger sur la revalorisation du patrimoine, des projets agricoles, le tourisme, l'économie circulaire, l'innovation sociale. Bref, dès qu'on voit qu'il y a une masse critique d'entrepreneurs et porteurs de projets sur des thématiques clés, on les met en réseau ensemble puis on leur propose d'animer un atelier en ce sens-là. On travaille aussi sur des missions exploratoires dans le bon de travailler avec des places aux jeunes ou avec des MRC pour essayer d'attirer des entrepreneurs à venir explorer des territoires. Et aussi, on travaille sur différents projets pour réduire des barrières à l'entrepreneuriat en région. Donc, et tout ça dans une initiative, c'est très collaboratif, c'est très ouvert. Puis notre but, dans le fond, c'est d'être utile puis faciliter la mobilité entrepreneuriale à travers le Québec. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des insultes à date? Ça va? Cool. Fait que, sans plus tarder, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Samuel Gervais qui a accepté notre invitation pour ce premier caucus logement. Puis la genèse de ce caucus-là, c'est qu'on a la chance de parler avec des responsables, des agents de développement un peu partout au Québec et l'accès au logement est un problème criant. Qu'est-ce qui fait en sorte que différents villages, différentes régions ont de la difficulté à attirer des entrepreneurs, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des familles. Des fois, on s'imagine que c'est juste que les entrepreneurs ne sont pas intéressés, par exemple, par cette région-là, mais c'est de plus en plus faux parce que grâce à la technologie, ils ont accès à des opportunités. Il y a vraiment moins de barrières à se déplacer. Ceci étant dit, on réalise que c'est très difficile d'avoir accès à du logement dans certaines régions du Québec pour plein de raisons qu'on va explorer aujourd'hui. Et afin d'entamer cette discussion-là, on a donc invité Samuel Gervais de Foncier solidaire qui a une réponse, une réflexion. Fait qu'on avait envie de lui donner la parole pour présenter son projet. Après, on va avoir une petite séance de questions-réponses. Et pour la suite, donc la première demi-heure avec Samuel, puis après, on vous invite tous dans une discussion d'intelligence collective pour vous présenter individuellement, soit parler de vos projets ou de vos défis ou de vos réflexions, faire un tour de table, puis à partir de là, tomber en intelligence collective pour s'inspirer, s'outiller et collaborer. Est-ce que ça fait du sens à date? Est-ce que vous avez des questions en levant la main? Génial. Donc, sans plus tarder, Samuel, la parole est à toi. Merci, Olivier. Est-ce que vous voyez bien une slide Foncier solidaire? C'est parfait. OK, parfait. Je vais juste tasser les... OK. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci à Force fraîche, à David de nous avoir invités. On est comme une jeune organisation, puis on est bien content de pouvoir parler de notre modèle. Je trouve que c'est aussi ce que vous proposez, là, une discussion qui est
qui est tellement essentiel en ce moment. Puis de notre côté, à Foncier Solidaire, on n'a pas la prétention de dire qu'on arrive avec une solution là, toute faite, miracle, comme on recherche souvent. En fait, moi, personnellement, je suis un entrepreneur social depuis un bout de temps, mais je suis une recrue dans le monde de l'immobilier, de l'aménagement du territoire. Donc, je suis dans ma courbe d'apprentissage, mais c'est passionnant. C'est une courbe assez raide quand même, mais passionnante. Puis, il y a parmi nous là, des gens qui développent aussi des beaux modèles, des beaux projets liés à l'abordabilité puis le logement. Donc, je suis aussi curieux de les entendre dans notre échange. Là, il y a Kevin de Vivacité, il y a Vincent, il y a Pierre-Olivier d'Interloge. Fait que je suis content d'être avec vous puis qu'on puisse aussi inclure d'autres modèles, d'autres projets dans la discussion. Fait que je commence la présentation. Alors, Foncier Solidaire, c'est un OBNL qu'on a créé en août 2020. C'est comme un projet de pandémie là, de plusieurs citoyens là, des cantons de l'Est là, qui, évidemment, face à la surchauffe immobilière, la spéculation, voulaient expérimenter des solutions vraiment inspirées d'une fiducie foncière communautaire américaine et de d'autres projets là, qui se sont révélés à travers le monde. Notre OBNL développe et préserve avec et pour diverses collectivités des parcs immobiliers de propriété perpétuellement abordables, écologiques et de qualité. On met des terrains et des habitations à l'abri de la spéculation pour démocratiser puis pérenniser l'accès au logement pour les ménages à revenus modestes. Dans notre région, on va s'adresser à différentes clientèles. Là. Parmi cette catégorie de revenus modestes, là, il y a comme une belle immigration parce qu'on commence en fait notre projet dans la MRC de Brome-Missisquoi. Une immigration, il y a des enjeux qui concernent la relève agricole notamment, les aînés. Donc, on va essayer de fournir une offre d'habitation à ces différentes populations-là. Notre vision, ça va peut-être sonner très idéaliste ou bien c'est peut-être vraiment déjà évident pour vous, mais nous, on croit qu'il est essentiel de créer et renforcer les modèles immobiliers permettant aux collectivités de reprendre le contrôle de leur milieu de vie et puis de lutter contre la spéculation et la gentrification. On souhaite contribuer à créer des milieux de vie riches en diversité, accessibles, dynamiques et solidaires, puis de démocratiser l'accès à des espaces résidentiels, qui soient locatifs ou propriétaires. Un accès à la propriété, des espaces commerciaux pour des commerces de proximité, par exemple, la société civile, des organismes communautaires, puis aussi des espaces agricoles et naturels. Donc, on a vraiment une vision là, de milieu de vie, qu'on puisse reprendre le contrôle, nous, en tant que citoyens, là, de nos milieux de vie. Notre laboratoire, si on peut dire, c'est le territoire de Brome-Missisquoi, qui est dans les cantons de l'Est. Comme j'ai dit un peu plus tôt, l'organisme a été fondé puis est développé par des citoyens de l'Estrie. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme une réponse citoyenne à la spéculation immobilière. Puis aussi, je vous en dirai un peu plus sur notre gouvernance. Là, elle va intégrer différentes parties prenantes de nos collectivités dans la région. Notre modèle il va être testé à l'échelle de la MRC, puis dans un avenir proche ou moyen, on souhaite faire rayonner ce modèle-là à travers le Québec. On n'a pas la prétention d'aller partout au Québec, mais peut-être plus de collaborer avec des organisations qui sont bien ancrées sur leur territoire, donc peut-être une forme d'accompagnement pour ces organisations-là ou de partenariat. On verra. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur notre territoire, là où on a déjà un bon réseau de contacts, un beau réseau de partenaires. Je suis retourné en arrière. Je l'ai dit déjà un peu plus tôt, mais nos inspirations, notre principale inspiration, c'est la fiducie foncière communautaire américaine, qui a fait des petits à travers le monde, notamment les organismes de foncier solidaire en France, d'où notre nom, Foncier Solidaire. Puis au Québec, je le disais en entrée de jeu, là, il y a déjà des gens qui font des choses sur le terrain depuis un moment. Récemment, la coop de propriétaires, qui est un nouveau modèle. Il y a la fiducie foncière communautaire de Milton Park à Montréal, qui est un projet de plusieurs décennies qui est hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas, allez faire des recherches là-dessus, c'est passionnant. Protecteur, entre autres, qui regarde plus du côté là, de la réalité agricole, la protection des terres agricoles, et Village urbain récemment, puis Vivacité, donc Kevin pourra vous en dire un peu plus tard. Donc, ce sont des modèles et des organisations, nous, qui nous motivent, qui nous inspirent là, pour le développement de notre organisation. Donc, je vais vous parler du fameux modèle. Fameux.
pas nécessairement fameux, en tout cas le modèle en question. Donc, on dit qu'on offre un chez-soi réellement abordable grâce à un droit d'usufruit. Je pourrais vous en dire un peu plus sur ce que c'est, mais c'est une forme là, de bail de longue durée. Si vous achetez une maison foncier solidaire, vous devenez propriétaire de votre habitation, tandis que la collectivité, par l'entremise de foncier solidaire, est propriétaire du terrain et des services, c'est-à-dire eau, sanitaire, chemin d'accès, branchement électrique. Foncier solidaire couvre aussi pour vous une mise de fonds de 20 % sur l'habitation. Je dis habitation parce que ça exclut le terrain, puisque nous, on est propriétaire du terrain. Il n'y a pas, dans cette forme de bail de longue durée, c'est une espèce d'hybride où vous êtes propriétaire de votre habitation et vous êtes locataire du terrain. Il n'y a pas de limite de temps pour l'occupation, donc il n'y a pas de risque d'être exproprié ou évincé. Nous, on couvre donc une partie des dépenses, des coûts, en échange de redevances mensuelles. Pour notre projet pilote à Brome-Missisquoi, en fait, vous dire qu'on a un terrain déjà qui est en notre possession au centre du village de Donham. Notre cible pour ce projet-là, qui va être à peu près entre 4 et 6 habitations, c'est le revenu médian total des ménages dans la MRC qui est à peu près de 60 000 $. On ne veut pas que ça dépasse en charge mensuelle de logement 30 % de ce revenu brut, donc l'équivalent de 1 500 $ par mois. Qui inclut assurance, taxes foncières scolaires, énergie, les frais d'hypothèque, les redevances de foncier solidaire. C'est tout un défi. On est près du but dans notre expérimentation et c'est la cible qu'on se donne. Évidemment que dans le futur, on voudrait baisser cette charge mensuelle pour aller chercher des ménages qui ont un plus faible revenu. Pour l'instant, on s'adresse sûrement à la classe moyenne basse, donc avec un revenu modeste. Dans notre expérimentation, on va regarder des différents leviers d'abordabilité, qu'ils soient réglementaires, légaux, fiscaux, financiers. Du côté de la construction aussi, aller vers des matériaux, des équipements qui permettent des économies dans le temps. On va chercher aussi on s'inspire des modèles de cohabitat, donc où dans des milieux de vie, on va mutualiser des espaces, des ressources. Puis, en fait, ce que j'ai entendu il y a 2 semaines, c'est la gang de Village Urbain qui parle de favoriser un mode de vie abordable. Donc, c'est vraiment tout ce qui englobe notre milieu de vie fait qu'on est dans un mode de vie abordable. C'est vers ça qu'on tend. Dans notre projet pilote, on ne sait pas encore si on va pouvoir vraiment être en total cohabitat, mais c'est vers ça qu'on tend pour nos projets futurs. Je suis encore allé vers l'arrière. Là, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres. C'est la première fois, en fait, qu'on montre ce tableau-là, mais je veux juste que vous reteniez les chiffres qui sont dans la colonne économie estimée à droite pour démontrer justement l'abordabilité de notre modèle. Je répète, c'est un test de ce modèle-là. On est rendu à l'étape vraiment dès le début de l'année prochaine de démarrer notre projet pilote. Et c'est ces chiffres-là qui sont la base de notre modèle qu'on va aller challenger mois après mois pour arriver à construire des habitations d'ici la fin de 2022 ou au courant de 2023. Donc, les chiffres à droite, là, avec nos différents leviers d'abordabilité, on est en mesure d'offrir une maison, un prix d'achat à 247 000 versus 403 000, donc une économie de à peu près près de 40 %. Si vous descendez la section en dessous, tandis qu'on couvre la mise de fonds, il n'y a pas de droit de mutation parce que c'est considéré comme une location et non un achat. Donc, vous avez juste des frais notaires. Donc, vous voyez le chiffre 1375. Et à droite, la maison conventionnelle, l'équivalent, la même maison écologique, que vous achetez un promoteur privé, vous allez devoir contracter une hypothèque, en fait, une mise de fonds. Vous avez une mise de fonds de 80 en bout de ligne, on vous offre à nos résidents, c'est une charge mensuelle qui inclut l'hypothèque, toutes les redevances de foncier solidaire, assurance, énergie, taxes municipales et scolaires, de 1 574 versus, avec la maison conventionnelle, 1 887, donc une différence de 17 %. Vous me direz que ce n'est pas immense, c'est déjà
un début pour enlever, en fait, pour descendre la barrière à l'entrée pour beaucoup de ménages qui ne peuvent pas se permettre de mettre une mise de fonds d'1 % et même de 5 % si on va avec la SCHL. Nous, on couvre la mise de fonds, donc ça peut permettre à plus de ménages d'accéder à la propriété. Puis, je vous parlais de notre cible là, de 30 là, qui est l'indice d'abordabilité pour la SCHL. On ne doit pas dépasser ce seuil-là de 30 donc la section orange en bas. Nous, on aimerait, avec nos différents leviers d'abordabilité, réduire ce montant-là, qui était présentement de 63 000 à 60 000. Donc, quelques chiffres pour vous montrer où on en est rendu dans notre expérimentation. Pourquoi je retourne toujours à l'arrière? Je vais y arriver. Donc, autre aspect de notre projet, de notre modèle, c'est qu'on propose donc des constructions qui sont écologiques et de qualité. Tout un pari d'offrir de l'abordable, de l'écologique, de qualité, mais nous, on se dit qu'on n'a pas le choix. Dans un contexte de crise climatique où on veut protéger l'environnement, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, on va développer un modèle qui nous permet d'offrir des résidences et des habitations qui sont écologiques. Grâce à notre modèle de financement partagé et solidaire, avec des partenariats innovants, des aménagements optimisés, on est en mesure de concilier écologie, qualité et abordabilité. Quand on parle d'écologie, on peut utiliser le terme d'éco-abordabilité. Donc, on va faire des choix en termes de matériaux, d'équipements, où on va pouvoir offrir une efficacité énergétique plus grande. Donc, peut-être que le prix est un petit peu plus haut en amont, mais dès le premier mois d'occupation, vous pouvez faire des économies en consommation d'énergie. Puis aussi, si on choisit des matériaux plus durables, vous ne serez pas obligé, par exemple, de réhypothéquer après 20 ans pour remplacer votre toit ou vos fenêtres, ce qui peut augmenter la facture considérablement là, au niveau du logement pour bien des ménages. Puis aussi, on va aller avec des matériaux dont l'empreinte écologique est la plus basse possible, des matériaux sains aussi. Parce que des fois, on va vers des matériaux écologiques, mais qui ne sont pas nécessairement sains. Donc, on va essayer de créer une espèce d'équilibre à travers tout ça. Ensuite, autre élément de notre modèle important, donc que ça soit abordable de génération en génération. Si vous désirez quitter votre maison foncière solidaire, vous récupérez ce que vous avez investi en temps et en argent, parce que certains vont par exemple, faire leur rénovation eux-mêmes. Donc, cette valeur-là pourra être reconnue. Et vous récupérez aussi une appréciation annuelle plafonnée. Donc, par exemple, à titre d'exemple, nous, en ce moment, on joue avec des chiffres de 2 d'appréciation annuelle. Ça pourrait être lié à un indice du revenu total médian des ménages dans la région concernée, pour qu'il y ait comme un lien avec l'évolution des revenus des ménages dans la région et l'évolution des coûts de la valeur de nos propriétés. En ce moment, on le sait bien, là, il y a une surchauffe, il y a beaucoup de spéculation, les revenus ne suivent pas les valeurs des maisons sur le marché, en plus de toutes les enchères là, entre acheteurs qui se passent. Autre petit tableau pour soutenir ça, on a fait l'exercice tout récemment. C'est un peu intense de vous montrer le 60 ans, mais si on est dans un esprit là, de crise climatique, puis il faut vraiment voir plusieurs générations à l'avance, je pense que c'est intéressant de montrer ces chiffres, malgré que c'est bien difficile, des économistes nous diraient que c'est bien difficile de se projeter sur 60 ans, qu'est-ce qui va se passer avec le marché immobilier, entre autres, ou l'économie en général, mais on voulait faire l'exercice, mais on voulait juste vous démontrer que souvent les gens nous disent, vous allez garder en otage des gens dans une bulle immobilière. Quand les gens voudront ou devront sortir de cette bulle-là, ils vont se retrouver dans le néant avec zéro pouvoir d'achat, ce qui n'est pas vrai parce qu'on a trouvé un espèce de sweet spot où, autour de 15 ans, les gens qui voudraient sortir, revendre une maison foncière solidaire et en acheter une sur le marché traditionnel, auraient assez d'argent mis de côté, vous voyez le 324 000, pour couvrir une mise de fonds de 20 % sur une maison qui vaut, à 15 ans, c'est autour de 800 000. Donc, bon, il faut que le revenu suive et qu'il puisse se qualifier pour une hypothèque, vous me direz. Effectivement. C'est pour ça que nous, on se dit qu'on voit assez grand, puis avec tous les gens qui sont dans le même secteur là, de l'immobilier plus solidaire, de créer un mouvement, puis qu'il y ait de plus en plus de maisons foncières solidaires, Vivacité et autres, pour que quelqu'un qui doit se relocaliser ailleurs puisse accéder à une maison qui va demeurer abordable. Je pense qu'on n'a pas le choix de réfléchir de cette manière-là. Mais on va essayer de trouver toutes les manières possibles pour créer une solidarité entre résidents de ces maisons-là
ces maisons abordables. C'est du moins la vision qu'on a. Pour financer, évidemment, tout ça, il faut aller chercher beaucoup d'argent. C'est le nerf de la guerre pour tout le monde. On va créer un fonds foncier solidaire en début d'année prochaine qui va nous permettre de lever des fonds, entre autres via des obligations communautaires. On se dit donc une réponse citoyenne. Fait qu'il faut vraiment aller cogner aux portes au sein de notre communauté, de nos collectivités pour embarquer les gens dans notre projet. L'inspiration des fiducies foncières communautaires américaines, elle est très forte pour nous parce qu'on part d'un point de vue que les terrains, la terre, devrait être un bien commun. On ne devrait pas spéculer sur ces terres. Donc, pourquoi pas développer justement ces mécanismes, cette capacité de financement partagé, collectif, pour mettre à l'abri de la spéculation de plus en plus de terrains, pour que ça ne soit plus dans l'équation d'un prix d'achat d'une habitation. Donc, avec l'obligation communautaire notamment, avec des investisseurs d'impact qui seront patients, donc on parle de taux d'intérêt qui vont aller peut-être même de 0% jusqu'à 3%. Évidemment, aller chercher un maximum de subventions et de dons pour réduire le coût des habitations. Donc, c'est notre stratégie qui, évidemment, reste à ficeler puis à préciser avec des spécialistes du milieu immobilier dans le financement. Mais c'est ce qu'on va démarrer au début de l'année prochaine. Puis, autre pilier important de notre modèle, c'est celui de la gouvernance tripartite. Donc, cette gouvernance-là, inspirée encore une fois de ce qui se passe aux États-Unis, va être composée d'un tiers de résidents du parc immobilier de foncier solidaire à l'échelle de la région de Brome-Missisquoi. S'il y a d'autres parcs immobiliers fonciers solidaires qui sont créés, il y aura, et ces régions-là auront leur propre gouvernance calquée sur le même modèle. Donc, un tiers résidents du parc, un tiers de voisins de ce parc-là et de représentants de la société civile, organismes communautaires, puis un tiers d'experts, de représentants d'institutions et de gouvernements locaux. Beaucoup de gens, quand ils voient gouvernements locaux, paniquent un peu parce que, on a peur de se faire mettre des bâtons dans les roues peut-être, ou en tout cas que ces institutions, ces organisations bougent plus lentement. Ça se passe aux États-Unis très bien. Ça implique toutes les parties prenantes de ces collectivités-là. C'est même un atout. Je ne dis pas que ça va être simple, mais c'est l'objectif qu'on se donne. On va former cette gouvernance-là au courant du début de l'année 2022. Donc, en tendant des perches un peu à justement tous les gens impliqués dans notre région. C'est ce qu'on se donne comme objectif en termes de gouvernance. Notre offre de services, pour faire un peu un résumé, là, ça va être d'accéder à des cohabitats. Donc, sur ces cohabitats-là, il y a un certain nombre de partages d'espaces de roches-sources. Il y a une vie collective. Les résidents pourront se doter d'une gouvernance qu'ils choisiront. Ça sera pour des habitations neuves, mais c'est sûr que l'habitation la plus écologique puis souvent la plus abordable, c'est celle qu'on achète, qui est déjà existante et qu'on rénove. Donc, on fera l'acquisition aussi d'habitations puis de bâtiments qui sont peut-être sous-utilisés ou pas du tout utilisés dans notre région et qui seront à requalifier pour les transformer en résidentiels. On voudra aussi offrir une démarchandisation, c'est-à-dire, on les appelle aussi les transferts. C'est que si, par exemple, vous avez une propriété dans la région, vous désirez déménager, mais vous voulez que l'habitation soit abordable à une jeune famille. Vous ne voulez pas que cette jeune famille possiblement flippe 6 mois après, ce qui est arrivé. Nous, on a des témoignages là, directs de ce que ça s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières années. Vous pouvez mettre donc votre propriété dans le parc immobilier de foncier solidaire. Cette maison-là sera, quand elle sera revendue, donc elle sera encadrée dans un contrat d'usufruit. Donc, il y a comme un démembrement, si on veut, le terrain et habitation, ce qui permet de contrôler la revente. Donc, un plafonnement de la revente, ce qui fait que quand elle va être revendue, cette maison-là, elle aura pris peut-être 2% à peu près là, de valeur par année. Donc, on peut diversifier le type d'habitation qui se retrouveront dans notre parc immobilier. Donc, une offre intéressante là, qui nous permet là, qui ne nous oblige pas justement à faire des nouvelles acquisitions tout le temps, à rénover ou à construire des nouvelles maisons. Et finalement, à moyen terme, j'en ai parlé un peu plus tôt, quand on parle de milieu de vie, il faut aussi offrir du locatif. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens ou qui ne souhaitent pas faire une acquisition, accéder à la propriété. Dans le commercial, si on va avoir des noyaux villageois qui sont vraiment dynamiques, qui
résilients, ben, il faut contrôler aussi les loyers, le prix des loyers pour des commerces de proximité, par exemple, pour les organismes communautaires. Même chose pour l'accès à la terre, l'accès à l'habitation. Pour notre relève agricole, c'est vraiment un projet hyper, une portion de notre travail qui est hyper importante. D'ailleurs, on contribue à des études, des projets avec le Centre local de développement de Bromissisquoi, Protectaire, qui justement travaille sur la question des fiducies d'utilité sociale agricole. Puis on pourra aussi éventuellement peut-être joindre à nos parcs immobiliers des espaces naturels pour que qu'on ne soit pas obligé de demander à un propriétaire si on peut aller sur le bord de sa rivière ou sur le bord de son lac. C'est une vision à long terme, mais ça fait partie de cette vision-là. Donc, on va démontrer notre modèle dès le début de l'année prochaine, pendant 2 ans. Je l'ai déjà dit, mais un premier parc immobilier dans la MRC de Bromissisquoi en Estrie, un cohabitat pilote dans le centre de Donham, 4 à 6 habitations, 2 à 3 bâtiments bifamiliaux, donc un bâtiment avec 2 logements dans chaque. Et puis, possiblement 4 à 6 démarchandisations ou transferts, si on pourrait dire, dans notre parc immobilier. Pour démontrer ce modèle-là, bien évidemment, là, on a mis sur pied un réseau de partenaires. Parmi ceux-ci, la Caisse d'économie solidaire, le CLD, puis la MRC Bromissisquoi, la Fondation Chagnon, Protectaire, la Table Logement de Bromissisquoi, qui regroupe un paquet d'institutions, d'organismes communautaires qui sont impliqués de proche ou de loin dans la question du logement, le TIES et Village urbain. Petit scoop, peut-être certains d'entre vous vous le savez déjà, mais on a créé avec le TIES une communauté de pratique dont il y a eu une première rencontre officielle la semaine dernière qui promet, c'était vraiment un bel échange. Notre objectif avec cette communauté de pratique-là, c'est vraiment d'accélérer le foncier collectif et social. Donc, tous les projets du type, justement, foncier solidaire, vivacité, village urbain, etc., de se mettre ensemble pour accéder à des services conseils d'experts gratuits, parce que, bon, c'est pas toujours évident de se payer du 300-400 pièces de l'heure pour des fiscalistes, des avocats, des notaires. C'est souvent une barrière pour développer nos projets. Une mise en commun de ressources et de connaissances, des collaborations de différents types d'acteurs, faire évoluer, documenter, diffuser nos pratiques, faire une veille stratégique, puis même, pourquoi pas, cofinancer ensemble. Donc, lever des fonds à travers peut-être une fiducie commune, un fonds commun. On est en discussion avec une fondation notamment pour ça. Juste vous donner l'exemple, parmi les porteurs de projets, bon, j'ai dit Vivacité, il y a Protectaire, il y a Village urbain, Entremise, la fiducie foncière communautaire Québec, il y a même Sidley, la Coop de propriétaires, Nidazo, et j'en oublie peut-être le site Louvain-Est. Puis dans les contributeurs, donc il y a des gens qui vont venir nous soutenir dans cette communauté-là. Bien, il y aura des promoteurs immobiliers du type Société de développement Angus, des chercheurs, des experts, des financiers. D'ailleurs, on discute avec Interloge, Pierre-Olivier est avec nous, peut-être qu'ils viendront peut-être nous rejoindre, sait-on. Il y a aussi Vivre en ville là, qui souhaiterait venir rejoindre cette communauté de pratique-là. Donc, on a beaucoup d'ambition et d'espoir en cette communauté-là pour vraiment nous permettre d'accélérer nos projets ensemble et de faire grandir cette famille-là de modèles alternatifs solidaires. Donc, voilà, c'est quoi Foncier solidaire, ce qui s'en vient pour nous. Fait que je vous remercie pour votre écoute, puis j'ai vraiment de pouvoir échanger avec vous, puis échanger, puis collaborer. Donc, voilà. Merci. Merci, Samuel. Fort intéressant. Donc, je vous propose un petit 10 minutes de questions pour montrer votre intérêt de poser une question. Peut-être monter votre main virtuelle. Comme ça, je vais pouvoir vous passer la parole. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions, des commentaires? Oui, Pierre-Olivier, à toi. Oui, merci. En fait, Sébastien m'a présenté. Là, je travaille chez Interloge. Je suis directeur du développement immobilier dans une OBNL qui fait du développement de logements sociaux et abordables pour les familles à modeste et à faible revenu. Donc, nous, ça fait 40 ans qu'on existe. On est à Montréal. C'est une mission similaire dans le sens qu'à l'époque, notre mission, c'était d'offrir du logement de manière alternative en dehors du marché pour les gens qui en ont besoin. Le marché de l'immobilier changeant étant ce qu'il est, là, on a une pratique qui est plus conventionnelle, mais
en tant que nouveau directeur du développement, on essaie de voir c'est quoi les nouveaux modèles qui s'en viennent puis comment on peut s'impliquer. Ça, c'est d'un point de vue professionnel. D'un point de vue personnel, comme je le disais à Samuel, c'est sûr que je fais partie de la classe moyenne, comme probablement la plupart d'entre nous ici, puis on s'est interpellé. L'accès à la propriété devient plus difficile, puis tout ça. Donc, ça, c'est une petite mise en contexte pour dire que j'ai aussi travaillé pendant un mois avec Pilou à Saint-Adrien. J'ai pas eu la chance de rencontrer Émilie, mais j'avais travaillé sur un document de cohabitat parce que là-bas, ça fait partie de la réflexion aussi. Bon. Fait d'un point de vue personnel, la manière, l'abordabilité puis l'accessibilité à du foncier, ça reste une grosse question. Je connais le village urbain aussi, Estelle et tout ça. Bon. Samuel parlait de modèles qui existent aux États-Unis. Parce qu'ici, dans le fond, il y a beaucoup de théorie, il y a beaucoup de travail qui se fait en amont, légal, on essaie de comprendre c'est quoi, on met en place des nouveaux systèmes, mais on n'a pas beaucoup de modèles qui prouvent que ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on a des modèles dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, de cohabitat ou autres qui nous permettent d'avoir de montrer la réussite de ces projets? Merci pour ta question, Pierre-Olivier. Samuel? Ben, en fait, j'inviterais aussi les autres là, qui connaissent ces modèles-là. Je sais que Kevin a fait beaucoup de recherches là-dessus, là, à contribuer aussi. À travers le Canada, oui, il y a des beaux modèles à Toronto, notamment Parkdale. Il y a des foncières communautaires en Colombie-Britannique desquels on peut s'inspirer. Puis il y a vraiment une belle communauté aussi pan-canadienne. Il y a un groupe qui rassemble toutes les foncières communautaires à travers le Canada. Il y a vraiment une belle collaboration, un partage d'outils. D'ailleurs, notre communauté de pratique, on va la brancher aussi sur ce réseau, ce collectif canadien. Donc, les données, les chiffres, les outils, on y a accès. Je ne sais pas si tu voulais comme des chiffres précis ou un partage sur certaines expériences. Pas particulièrement, mais c'est parce que ce que moi, je crois constater, c'est qu'il y a comme tout l'aspect théorique, légal, structure. Puis après ça, il y a comment ça vit vraiment. Puis les modèles sont jeunes. Bon, il y en a des plus jeunes, des moins jeunes peut-être. Ça dépend du type de tenure qu'on regarde et tout ça. Mais c'est comme au Cohabitat au Québec, on pense à celui à Cohabitat Québec, qui est à Québec, bon, qui a fait Paterga, c'est comme le seul modèle qu'on connaît vraiment. Donc, c'est ça, je suis intéressé de voir comment on tire notre épingle du jeu au-delà de la théorie. Mais tu sais, comme toi, je veux dire, on les connaît les ressources, puis il y a beaucoup de modèles, notamment dans le nord-est américain, de cohabitat plus. Parce que c'est ça aussi, il y a du cohabitat urbain, puis il y a du cohabitat plus régional. Donc, ça a des réalités différentes. On s'insère dans des domaines, dans des milieux sociaux différents aussi. C'est multicouche, là, ces changements-là. Donc, c'était plus pour avoir ce portrait, essayer de voir comment c'est quoi le vivre ensemble, puis est-ce que ça vit bien finalement une fois que le modèle est défini, est-ce qu'il vit bien le modèle? C'est une question ouverte un peu, en fait, là. Mais ça me fait plaisir de partager directement avec toi sur cette question-là puis de contribuer aux échanges. Ouais. Il y a... Oui, vas-y. Vas-y, Samuel. Ben non, vas-y. Non, c'est ça. On a dans cette famille-là canadienne, puis même, en fait, on n'est pas très loin de la frontière. Là, il y a au Vermont, puis dans l'État de New York, il y a des initiatives de ce type-là qui sont toujours justement en train de recevoir des demandes, puis qui font de l'accompagnement même là, de nouvelles fiducies foncières communautaires et qui sont dans des secteurs ou des milieux différents. Donc, c'est ça, autant dans l'urbain que dans le régional, que dans des régions qui sont très peu peuplées. Donc, la fiducie foncière communautaire, c'est vraiment tout un spectre de possibilités. Là. Le modèle de vivacité, eux aussi s'inspirent de ça, mais on n'est pas identique dans la façon de vivre la fiducie foncière communautaire. Donc, dans justement ces déclinaisons-là, je crois que c'est la flexibilité du modèle qui fait qu'en sorte qu'on peut s'ajuster à différents types de milieux. Puis, c'est clair que un des principaux défis, à part le financement, c'est une fois que les milieux de vie existent, c'est la gouvernance, comment elle se vit, comment la cohésion dans le groupe, gérer les conflits, tout ça. Ça, il y a beaucoup aussi d'outils qui ont été construits, testés dans ces différents milieux-là. Et donc, des outils auxquels on peut avoir accès. Moi, je n'ai pas vécu ça encore, malgré que je vis aussi dans un éco-hameau et je le vis depuis 2 ans, justement, qu'est-ce que ça peut représenter de bâtir un projet collectif. Mais à une autre échelle, en tout cas pour nous, Foncier solidaire, c'est certain qu'il va falloir aller faire une recherche vraiment très poussée sur
qu'est-ce que les autres groupes ont vécu aux États-Unis à travers le Canada et même le Québec pour ajuster, se prémunir des embûches là, qu'ils pourraient avoir sur le terrain, autant à court, moyen et long terme. Il va falloir offrir un accompagnement sur la durée. C'est pour ça qu'on veut créer une communauté, un mouvement qui ait une solidarité puis qu'on puisse s'entraider là, entre parcs immobiliers, entre organisations là, qui offrent des modèles solidaires. Je profite un peu de l'ouverture que tu as eue, Samuel. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à la question ou à la réflexion ouverte de Pierre-Olivier? Kevin, à toi. De un, je suis content de te rencontrer, Pierre-Olivier, parce qu'on a notamment un beau partenariat là, avec Interloge pour essayer de faire justement une première fiducie foncière communautaire avec, en contexte des plex et de la surchauffe spéculative qu'on vit à Montréal. Puis clairement, c'est un défi. Donc, au Québec, on est effectivement toujours à l'étape des recherches juridiques puis de faisabilité. Mais là, nous, en tout cas, à Vivacité, on arrive avec notre projet à Lac-Mégantic pour attirer des artisans entrepreneurs. Là. On va être en mesure là, de faire une vingtaine de propriétés. Puis, le défi, comme Samuel, je sais que vous le savez tous, c'est la question du financement dans ce cas-là. Puis, en espérant qu'il y ait des municipalités autour de la table pour aider des projets comme celui de Vivacité. Dans le fond, les mises de fonds sont prêtées par la municipalité elle-même. Donc, quand Samuel dit on finance les mises de fonds, le 20 initial, il y a un défi de le trouver. Puis oui, on veut trouver des solutions, mais dans le cas de Lac-Mégantic, ça a été vraiment la municipalité là, qui s'est engagée quand même à 750 000 pour payer des mises de fonds d'une vingtaine de propriétés. Fait que une voie potentielle qui n'a pas été nommée, je pense jusqu'à maintenant, c'est celle des municipalités. Là. Puis chez Vivacité, nous, on est très motivés par l'existant, par les plex à Montréal. Il y a très peu de solutions. Là. Puis on pense qu'on est en train d'en mettre une en branle. Donc, on va être heureux d'en parler à d'autres moments. Je vais laisser d'autres parler, mais j'ai quand même des questions techniques pour Samuel. Je t'invite à poursuivre. Vas-y avec tes questions. D'accord. Samuel, tu compares le prix des maisons dans le conventionnel par rapport avec le modèle de foncier solidaire. Je me demandais par quel coup de baguette tu arrivais à ne pas charger les TPS TVQ et à ce que les municipalités chargent le droit de mutation. Le droit de mutation, c'est parce que c'est une location par l'usufruit. Ce n'est pas considéré comme une vente, donc le droit de mutation n'est pas chargé. Attends, c'était quoi l'autre question? TPS TVQ. Oui, TPS TVQ. On est un OBNL. Nous, on va charger sur les redevances. Ça va être taxé. Donc, l'entente avec le fisc, c'est qu'il faut au moins charger c'est minimum 50 000 de redevances par année pour être en mesure de se voir rembourser toutes les taxes qu'on a payées sur nos dépenses. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à ne pas payer, à pouvoir en fait créer une économie là, sur le coût de construction. OK, mais ma question, c'est plus comment est-ce que les acheteurs peuvent, en fait, comment vous pouvez ne pas les charger, les TPS TVQ, à la vente de l'usufruit? Encore une fois, ce n'est pas une vente, c'est une location. Puis on va venir reconnaître leur investissement dans la maison. Donc, c'est pour ça que ils ne sont pas tout à fait propriétaires. C'est un espèce de statut hybride, locataire-propriétaire. En fait, le vrai terme, c'est un usufruitier. Donc, à cause de ce démembrement-là de propriété, ce n'est pas perçu comme une vente, donc pas taxable. OK, merci beaucoup pour la précision. Oui, vraiment. Et d'avoir utilisé le mot usufruitier. C'est bon. Je n'avais jamais entendu de ma vie. Je parle de l'utilisation du tier à la fin. Merci, Samuel. Ce que je propose, peut-être, qui aurait d'autres questions pour Samuel? Puis après, ce que je propose, c'est qu'on fasse on part dans un tour de table pour présenter les projets qui sont présents. Marie-Christine, à toi. Salut Samuel. Donc, rapidement, juste te présenter qui est Espace Me. Donc, on accompagne les villes. Donc, sur 1100 municipalités, c'est plus de 900 qui ont été accompagnées dans le cadre de politique, municipalité amie des familles, amies des aînés.
On accompagne, là, je vois Marie-Ève de la MRC, on accompagne actuellement 2 municipalités dans la mise à jour des politiques pour aînés. Puis en fait, le questionnement que je souhaite soulever, c'est au niveau des cibles de population. Donc, tu parlais au niveau de ta jeunesse, donc il y a l'accès au logement qui est difficile, il y a une crise généralisée, puis il y a un souhait, notamment auprès de cette MRC-là, d'attirer de la jeunesse des entrepreneurs. Mais je pense au milieu qu'on accompagne en ce moment où donc c'est une population vieillissante, puis actuellement, il n'y a pas d'alternative. La journée qui ne seront plus aptes à occuper leur chez eux, ils vont devoir quitter la région. Ça, c'est un enjeu, puis c'est soulevé vraiment dans chacun des forums qu'on porte là, dans nos accompagnements. Est-ce que vous avez des cibles autres que cette classe moyenne ou ces entrepreneurs? Oui. On est conscient, là, entre autres, de la réalité des aînés qui doivent quitter leur logement et qui ne trouvent pas. Dans Beaume-Missisquoi, c'est la même réalité. Là, on met de l'avant on a dû monter un modèle financier. On l'a basé sur des habitations de 3 chambres à coucher, 1000 pieds carrés. Mais on souhaite avoir une mixité dans nos milieux de vie. Donc, il va y avoir des logements de différentes tailles. Ce qu'on peut offrir aussi quand les réglementations le permettent, puis la taille du terrain, c'est de pouvoir, la famille peut évoluer dans cette maison-là, c'est-à-dire que s'il y a un enfant de plus, ben, il peut avoir une extension de construite si la famille en a les moyens. De notre côté, Foncier solidaire, c'est sûr qu'on va encadrer ces constructions, ces rénovations-là, parce qu'on ne peut pas que les gens rénovent ou construisent de n'importe quelle manière. Il y aura des plafonds là, sur les dépenses. Peut-être qu'on pourra prendre même en charge ces extensions-là, ces rénovations-là. Mais on souhaite, de toute façon, dans notre vision, le milieu de vie, c'est un milieu qui est accessible, qui est mixte. Il y a une richesse de diversité à tout niveau. Fait qu'il va falloir effectivement offrir des habitations de différentes tailles, de différents types. Même, on aimerait pouvoir répondre aux besoins des gens qui ont des besoins particuliers en habitation. Donc, c'est dans notre mire. Une fois qu'on a notre modèle financier très solide, aller valider tous nos chiffres en termes de construction, par exemple, puis aller chercher les fonds, on va faire varier nos types d'habitation. Fait que pour répondre à différents besoins, notamment aussi, autre gros défi dans notre région, c'est celui de la relève agricole. J'en ai parlé, là, il y a Protecteur qui fait un projet de recherche pour fusionner le modèle des coop de propriétaires ou coop d'habitation locative avec les fiducies d'utilité sociale agricole. Donc, on protège la terre, on la sort du marché, elle ne peut pas être vendue, puis on partage un bâtiment à plusieurs familles avec des logements autonomes. Ça, c'est un projet qui est extrêmement important de mener, puis il faut comme trouver la solution parce que présentement, la relève agricole ne peut pas avoir accès à des terres, c'est trop cher, c'est trop grand. Puis quand il vient le temps de construire une maison, ils ont beaucoup de bâtons dans les roues. Fait que ça, c'est à délier. C'est vraiment tout un défi, mais le CD, notamment avec Protecteur, veut relever ce défi-là. Ils ont reçu du financement là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et ça, c'est un autre chantier sur lequel on travaille pour diversifier la composition de nos milieux de vie. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour ta question, Marie-Christine. Puis je tiens à dire que dans la salle, je sais qu'il y a des agents de développement, il y a des organismes d'accompagnement, il y a des fournisseurs de services ou de produits liés au développement de solutions. J'entends Foncier solidaire, Interloge, des Thémis, par exemple. Fait que j'aimerais ça que vous adressiez ces sujets-là qui sont chauds. On parle de santé, on parle d'accès à du territoire pour des jeunes, de la relève agricole, par exemple. Fait qu'hésitez pas à venir expliquer de quelle manière vos solutions en temps et lieu peuvent avoir un impact sur ces différents sujets-là. Est-ce que, là, juste pour être sûr, est-ce qu'on est dans la phase de poser des questions à Samuel ou on commence le tour de table? Juste question parce que, est-ce que Samuel, tu voudrais qu'on passe, parce qu'on pourrait poser des questions, mais je veux juste m'assurer que tout le monde puisse avoir l'espace pour présenter son projet. On est quand même 17. Puis j'aimerais ça que tout le monde partage soit les projets sur lesquels ils travaillent ou les problèmes qu'ils ont sur leur territoire ou les sujets qu'ils aimeraient adresser. Fait que juste pour être sûr, Violaine, est-ce que c'est une question pour Samuel ou on part dans votre solution? Non, c'était pas une question, c'était plus un commentaire général. Donc, fait que donc tu je te peux placer propose, ça où Violaine, tu tu peux veux commencer. dans la discussion. Oui, exact. OK. Commence, donc parle de nous, ton organisation, quel genre de solution,
Puis aussi, bref, je te laisse y aller. Parfait. Violaine Ouellette, je suis conseillère principale innovation finance solidaire à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Plusieurs, je pense, connaissent déjà la Caisse solidaire, qui est comme un partenaire naturel de l'habitation collective, communautaire, dans toutes ses formes. Puis, en fait, je trouve ça très intéressant de voir l'effervescence là, dans les différents modèles qui sont en réflexion actuellement, beaucoup d'innovation. C'est un peu comme de la recherche et développement là, que tout le monde fait un petit peu de son côté. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce que Samuel apportait, c'était l'idée de fédérer ces personnes-là, ces projets-là ensemble, les porteurs. Hem, Parce que, par exemple, la Caisse d'économie, on fait affaire aussi avec tout le réseau de la finance solidaire au Québec, hein. On a plusieurs outils. On a cette chance-là, en fait, au Québec, d'avoir à la fois les fonds de travailleurs ou des fonds du chantier de l'économie sociale ou en tout cas, il y a toutes sortes d'outils financiers, dont ceux de la Caisse qui existent. Donc, c'est sûr qu'en rassemblant un peu tout le monde, en partageant c'est quoi les obstacles, les besoins financiers, il y a sûrement des éléments quelque part qui se rejoignent comme, besoin en termes d'outils, c'est sûr, moi, je pense à l'aspect financier. Donc, le fait de fédérer, je pense que ça peut amener aussi des solutions qui sont pas juste sur un projet, mais qui peuvent donc aider beaucoup plus largement, puis avoir une plus grande portée, une multiplication des impacts, en fait, en travaillant avec les autres partenaires de la finance. Donc, voilà, en gros, mon Super. commentaire. Merci, Violaine. Pierre-Olivier. Oui, merci. Je prenais beaucoup de notes. C'était intéressant ce que Violaine disait. En fait, moi, ma question, moi, je me suis présenté déjà. Je ne fais pas nécessairement le tour de table. J'avais une question plus pour ma main levée, c'était une question pour Samuel, en fait. Parfait. Mais je peux la lancer dans l'auditoire et en répondre plus tard. On pourra passer la parole à Samuel, mais je propose qu'il y ait d'autres, peut-être, pistes de solutions qui peuvent émerger du groupe. Ouais. Ouais, mais en fait, dans les pistes de solutions, parce que je suis d'accord qu'il y a une FUS, là, pour prendre un acronyme, agricole, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps. On en a besoin. Bon, on la relève en agriculture, mais aussi l'accès à la terre sans nécessairement favoriser l'étalement urbain. Mais après ça, comment, j'aurais aimé entendre Samuel sur la question de la relation avec le CTPAQ. Comment le contexte réglementaire, la protection du territoire permet ou donne accès à ces terres-là qu'on a besoin pour lancer des projets. Oui. Faut dire, premièrement, moi, je ne me suis pas encore attardé dans les détails de ce segment-là, mettons, qu'on pourrait développer. J'ai contribué là, une première fois là, au chantier d'accès à la terre au CLD Bromissiquois. C'est le nouveau projet de recherche. Et on est toujours en discussion avec Protecteur aussi, qui va nous offrir un accompagnement si on trouve un terrain qui pourrait être développable pour des agriculteurs. On n'a pas de discussion encore avec la CPTAQ. On va prioriser des terrains qui sont en zone blanche. Donc, évidemment, que développer en zone verte, en zone agricole, c'est un immense défi. Je crois que les mieux placés pour décoincer certains trucs et créer un dialogue, ou en tout cas renforcer un dialogue avec la CPTAQ, avec l'UPA, etc., les acteurs vraiment influents dans ce secteur-là, ce sont Protecteurs, ce sont comme le CLD de Bromissiquois qui mène ses projets de recherche, d'innovation sociale. Nous, on est là, on essaie de contribuer, puis on essaie aussi de décoder comment ces secteurs-là fonctionnent parce qu'il y a tellement de barrières pour justement faciliter l'accès à la terre puis à l'habitation, les deux ensemble. On n'a pas de recette magique pour l'instant. Ce qu'on essaie de voir sur le marché, puis en fait, de voir ces opportunités-là avant même qu'elles arrivent sur le marché, là, ça c'est vraiment la clé, c'est de trouver un terrain qui est en zone blanche, juste à côté d'une zone verte, et qui puisse avoir une acquisition sur ces deux zones-là. Ça, c'est comme un miracle, là. Ça ne va pas arriver à chaque jour, mais c'est sûr qu'on va rester à l'affût de ça, parce que sinon, en zone verte, c'est presque impossible de construire d'autres formes de logement que de l'unifamilial. Puis même de l'unifamilial, il faut démontrer une rentabilité pendant quelques années avant de pouvoir construire une maison s'il n'y en a pas déjà sur la zone verte.
ça, c'est les connaissances que j'ai pour l'instant. Je sais que c'est particulièrement complexe, fait que je ne vais pas me prononcer davantage, mais c'est vraiment une intention forte de notre part que de contribuer à créer de l'innovation dans ce segment-là. Soit dit en passant, pour ceux qui sont curieux de connaître plus sur le développement agricole au Québec, parce que c'est un sujet qui est très complexe, on invite Sarah Lamontagne le 9 novembre prochain, qui est agente de développement agricole à la MRC de Drummond, à venir faire un genre de formation 101 sur le développement agricole, les zonages, le CPTAQ, l'UPA et toutes ces choses-là que ça vaut la peine de se rafraîchir la mémoire. Fait que le lien est dans le chat. Merci beaucoup pour ta question, Pierre-Olivier. Je vais quand même peut-être, Nicolas, tu avais une question tantôt. Est-ce que ça a été adressé dans le chat ou tu as envie de reprendre la parole? Oui, bien justement, je l'ai partagé dans le chat, effectivement. Juste rebondir sur ce dont on parlait, les terres agricoles, la réglementation a été faite pour limiter l'étalement urbain puis protéger les terres agricoles, mais je pense qu'on le sent tous en ce moment qu'une portion de la solution du logement pourrait passer par ça, là, par une revisitation des règlements qui permettrait de créer de manière dense sur une petite portion d'une terre agricole, un noyau d'habitation qui pourrait même avoir une diversité avec des types de logements, tout ça, puis dynamiser aussi la vie sur la terre. Bref, c'est une parenthèse très complexe, là, mais je ne sais pas à quel point on est loin s'il y a une ouverture vraiment des gens qui font les règles et les lois par rapport à ça, mais moi, chaque fois que j'en parle, j'arrive souvent à cette conclusion-là, puis dans le fond, c'est comme une solution qui est comme pas possible pour l'instant, mais... Peut-être, Nicolas, je t'inviterais, question de mettre la table. Est-ce que tu es un service, comme quelle est ton initiative ou quel est ton besoin? Je suis un humain. Parfait. Mais oui, dans le fond, en fait, moi, je travaille depuis tant comme 18 mois que j'ai plongé dans tous les programmes de la SCHL avec l'objectif, justement, qui est un peu différent, là, dans le fond, de Samuel et de d'autres, mais qui est super intéressant de monter un modèle, donc, Inc., qui, avec les outils de la SCHL, réussissait à créer un modèle rentable qui intégrait des logements, une portion de logements abordables. Les programmes ont été bâtis un peu pour ça à la SCHL, donc c'est le fait, puis je pense que Interloge le fait déjà. Dans le fond, moi, je suis sorti de la ville. Je suis allé en ce moment, mon terrain est à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Donc, c'est un projet de 90 portes qui n'est pas comme monté verticalement, qui est plus... qui est densifié, mais aussi sur un projet intégré, donc horizontalement avec plusieurs, si on veut, 8 plex. Ça fait que ça ne sera pas 90 exactement. C'est nouvellement des 8 plex, ça risque d'être 92. Mais puis, dans le fond, c'est ça, moi, avec Témis, l'objectif, c'est d'avoir une portion de logement réellement abordable. Il y a eu de la couverture des programmes de la CHL dernièrement à Montréal avec des logements abordables à 2200 $, mais on n'est pas là. Moi, dans le fond, c'est vraiment de concentrer environ à 25-30 % les logements qui sont beaucoup plus abordables, une portion qui est au prix du marché. Les critères d'abordabilité de la SCHL sont respectés, mais les logements qui sont abordables sont à peu près à 60 % du prix du marché. Donc, ça fait vraiment des logements qui vont être plus bas que le marché. C'est l'objectif. Tout ça dans un modèle, encore une fois dit, qui devient profitable, qui donne dans le fond la force de pouvoir déployer plusieurs projets puis d'autres projets. Parce que c'est un peu ça, moi, ma vision, là, c'est de prouver qu'une Inc. qui crée de la richesse donc c'est plus facile d'aller chercher du financement, entre autres, est capable aussi de répondre à un besoin local, le besoin local de logement abordable. C'est un peu la démarche que j'ai entrepris avec Témis. Puis, dans le fond, les programmes de la SHL sont assez bien faits pour aussi encourager tout le monde qui embarque à avoir une réflexion sur l'accessibilité, donc universelle, puis avec quand même la construction éco-performante, qui est en lien avec mes valeurs de toute façon. Puis, étonnamment, le terrain que j'ai réussi à trouver à Sainte-Agathe se trouve quand même dans le cœur de la ville, donc à distance, en fait, littéralement collé sur le petit train du Nord, donc vers la mobilité active. Après ça, tu es proche de la polyvalente, du centre sportif. De l'autre côté, tu as tous les commerces, puis la ligne de transport en commun inter, là, qui est le transport
en commun des Laurentides, mais déjà, c'est bien. Fait que ça fait Est-ce qu'on quand peut même... trouver, Nicolas, est-ce qu'on peut trouver Thémis en ligne? Samuel demande ça. Est-ce qu'on peut trouver de l'information sur Thémis sur Internet? Non, pas encore, pas encore. Je fais l'acquisition du terrain il y a quelques semaines. Puis là, ben, dans le fond, je peaufine là, l'implantation, tout ça. En fait, la vision, elle existe, elle est forte et elle pourrait clairement être déjà en ligne, là, mais je pourrais, ceux qui sont intéressés, partager le deck. Là, ouais. N'hésite pas de partager tes coordonnées dans le chat. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir partagé. Pierre-Olivier, tu lèves la main. Après, préparez-vous. Je vais vous pointer individuellement pour vous présenter. Pierre-Olivier, à toi. Merci. J'avais juste une question pour Nicolas. Dans la perspective d'une économie sociale, pourquoi tu as choisi une Inc. plutôt qu'une OBNL, par exemple? Ou pourquoi... En fait, la réponse, elle peut prendre plusieurs directions. Je vous partagerai aussi un TED qui m'a beaucoup guidé là-dessus, qui est un peu, dans le fond, c'est plus pour la force de l'impact puis la multiplication de l'impact une fois que tu as un modèle Inc. profitable qui, dans son modèle intrinsèque, réussit à répondre à un problème social. J'ai l'impression que l'ampleur que ça peut prendre peut multiplier de manière plus importante la réponse et donc mieux répondre aux problèmes. C'est un peu la prémisse de base que je prends. Puis il y a un TED qui m'a inspiré à ce niveau-là. J'ai aussi expérimenté par le passé, essayer de monter, de financer un projet immobilier en étant un OBNL. Puis ça amène d'autres défis, là. Fait que suite à ce projet-là qui est... dans le fond, que je faisais avec David, qui s'appelait Projet X. Anyway, on ne rentrera pas là-dedans, mais qui était... C'est ça, c'est une autre avenue que j'ai voulu prendre. Puis là, je suis en train de le faire. Puis je vous partagerai aussi le TED Talk, puis on pourra en reparler. Merci, Nicolas. Merci. Je vais passer la parole à Vincent. Donc, tu peux nous parler de, je vois que tes habitations canopées par nous, de ça. Oui, dans le fond, bonjour. Salut. Habitation Canopée, c'est un OBNL qui souhaite proposer des modèles innovants et écologiques pour répondre aux besoins spécifiques des gens en milieu rural. Donc, pour notre premier projet à Âme-Sud, qui est une petite municipalité en Estrie, l'enjeu là-bas, c'est qu'il y a vraiment un fort engouement pour la construction de logements, notamment chez les 65 ans et plus. Puis en plus de ça, les retraités et les aînés du coin se retrouvent un peu démunis face à cet engouement-là de retour à la terre, au mode de vie rural qui s'est accentué depuis le début de la crise de la COVID-19. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, les 65 ans et plus vivant dans ces endroits-là sont obligés, lorsqu'il y a un changement important dans leur vie, de quitter leur cercle social, puis leurs habitudes, puis de quitter vers les grandes villes. Et ça, c'est vraiment malgré leur volonté de rester sur place, et même s'ils sont encore bien autonomes. Donc, c'est ça. Pour notre premier projet à Âme-Sud, on aurait exploré un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à cette crise, puis toujours dans une optique d'assurer une place adéquate des aînés dans nos collectivités rurales et aussi aux jeunes familles qui les entourent. Super intéressant. Je propose, est-ce qu'il y a, je dirais jusqu'à 2 questions pour Vincent? Est-ce que quelqu'un aurait une question pour Vincent? OK. On passe au prochain. Oui, j'aurais une question. Vas-y, Samuel. Évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre, le financement. Comment vous entrevoyez financer votre projet? C'est sûr qu'on recherche tout ce qui est investissement d'impact, la SCHL, au niveau de l'innovation. Pour l'instant, c'est ça qu'on recherche. Puis aussi quelques investisseurs pour qu'est-ce qui est construction écologique, développer le créneau d'excellence en écohabitation et tout ça. Intéressant. Est-ce que vous avez un lien avec la Fondation Bertillon du Tremblay? Non. Ça pourrait être intéressant. C'est une fondation qui est spécialement pour le soutien aux aînés. Si jamais, je t'enverrai le lien après. Vincent, merci beaucoup. Diane, merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je ne suis pas porteur de projet, je suis journaliste, mais j'aimerais partager une réflexion avec vous. Juste avant de participer à ce webinaire, je terminais l'écoute du documentaire Québec, terre d'asphalte, qui est excellent. Et dans ça, on parle du fait que les meilleures terres agricoles sont sous des centres commerciaux ou sous des unités d'habitation. Et ça me faisait penser, en écoutant chacune de vos interventions, qu'on est vraiment dans une tension entre 2 problèmes sociaux fondamentaux qui ont lien tous les deux avec le partage de la terre.
l'utilisation de la terre entre l'agriculture et l'habitation. Puis, il y a une crise du logement, il y a une crise pour se loger, mais en même temps, on a un enjeu de sécurité alimentaire. Puis moi, de mon point de vue externe, j'entends que il y a des enjeux de financement, il y a des enjeux de gouvernance, mais il y a un enjeu de partage de la terre aussi. Et les porteurs de projets immobiliers disent, bon, il faut dézoner parce qu'il faut donner accès à une partie des terres agricoles. Mais quand on écoute le documentaire, les agriculteurs, c'est vraiment un cri d'alarme de dire on est tellement enclavés qu'on s'en va dans le documentaire. C'est vraiment, ils nous enclavent au point qu'on a tellement de plaintes qu'à un moment donné, ben, on n'a plus de... On ne peut plus rester. Donc, je trouve ça super beau, tous ces projets-là, mais ultimement, à la base, il y a quand même cette tension-là qui existe. Puis, je ne sais pas comment on peut la régler, mais j'observe que c'est une tension qui est là. Puis que quand vous nommez les problèmes, vous nommez l'enjeu de financement et l'enjeu de gouvernance, mais vous ne nommez jamais le problème du partage de l'espace, du partage de la terre. Voilà. C'est très intéressant, Diane. Je vais me permettre, je vais m'oser, puis un peu, j'avertis tout de suite, je suis profondément ignorant de la question. Là. Je ne me positionne pas comme un expert, mais comme une réflexion. Par contre, moi, ce que je vois par rapport aux terres agricoles, c'est le défi que, par exemple, la structure traditionnelle, puis dites-moi si j'ai tort, mais que la structure traditionnelle de lotissement défavorise grandement l'agriculture à petite échelle et que cette dynamique-là fait aussi partie de l'équation. Je pense que oui, il y a le partage entre l'hébergement, entre le logement et la terre agricole, mais il y a des discussions à l'intérieur du type de logement ou des terres agricoles à prendre en considération aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, Samuel. Je voulais réagir à ce que Diane a dit. Je voulais juste, moi, clarifier de notre côté, on n'est pas du tout dans je ne dis pas que c'est ça que vous pensez, mais je voulais clarifier, on n'est pas dans une optique là, d'acheter des terres zonées agricoles, puis d'essayer de trouver une manière là, de dézoner ça, puis de faire un développement dessus. Au contraire, j'en ai parlé, la réalité dans notre région, c'est vraiment un manque d'accès aux terres agricoles pour la relève. Donc, c'est de trouver les façons, les formules pour permettre un partage d'espace résidentiel sur une terre agricole, mais en ne prenant pas, en fait, en ne nuisant pas à l'agriculture, parce que, évidemment, nous, partout où on vit, il y a des risques de sécurité alimentaire. Puis même, nous, on veut prioriser le développement de nos habitations, nos milieux de vie dans les noyaux villageois, dans les zones blanches, justement pour ne pas entrer en compétition avec les exploitations agricoles. Et on sait, moi je suis à Sutton, je vois quotidiennement des annonces sur le groupe Facebook des citoyens de Sutton, des gens qui sont des travailleurs agricoles ou des gens qui desservent les commerces, en fait, qui sont employés de commerce dans l'industrie touristique, des gens qui n'arrivent pas à trouver des loyers tout court, là, qui font des 30-40 km pour venir travailler à Sutton. Donc, il y a notre seule ferme biologique à Sutton, elle est menacée de quitter, de fermer, parce qu'ils essaient de trouver des manières d'héberger leurs travailleurs à chaque année. Ils se font mettre des bâtons dans les roues. Les gens qui sont autour d'eux ne veulent pas que la valeur de leur maison diminue parce qu'ils voient des containers de leur maison. Il y a comme une espèce de dynamique un peu malsaine. Là, il y a des intérêts qui s'entrechoquent. Puis, Foncier Solidaire, on veut contribuer aussi à fournir à combler ces besoins-là, que ce soit les travailleurs agricoles, que les employés dans les commerces de proximité ou dans l'industrie touristique. C'est une région magnifique, mais qui va sûrement complètement se vider, qui va juste être occupée par des gens qui ont des résidences secondaires. Les gens qui sont ici depuis de génération en génération sont obligés de quitter. Ce n'est pas le seul endroit au Québec où on vit ça, là. Mais nous, c'est clairement dans notre mire. On veut favoriser l'agriculture, puis répondre aux besoins de différents acteurs dans notre communauté là, qui en arrachent vraiment. Absolument. Merci beaucoup, Samuel. Pierre-Olivier. Oui, moi aussi, je vais apporter une clarification quand j'ai amené le sujet de la CPTAQ, puis la nécessité d'avoir une réflexion autour du partage du territoire, autour du partage de la terre. Moi, je pense que c'est justement après mon expérience de 1 mois, avoir vécu à Saint-Adrien sur un rang, près d'un tout petit noyau villageois dans une malheureusement une MRC qui est en restructuration et qui a vécu beaucoup de choses suite à la mine et tout. On se rend compte que
c'est un besoin de mixité, en fait, qu'on a. C'est pas tant de séparer l'usage agricole puis l'usage résidentiel, c'est de dire comment on est capable de créer un petit noyau villageois dense sur une parcelle d'une grande parcelle, on va dire, agricole. Puis je me rappelle, Laurent, où j'habitais à Saint-Adrien, tout était zoné vert agricole, donc il y avait seulement quelques maisons éparses ici et là, très séparées les unes des autres. Parfois, tu es dans ta maison, tu ne vois pas la maison voisine, de la terre voisine, tu sais. Mais l'électricité est là, le long du rang. Donc, pourquoi pas venir densifier le long de ce rang-là, même si tout le reste du territoire à l'arrière permet l'agriculture. Donc, je pense que la réflexion à avoir, c'est comment qu'on permet une flexibilité dans l'attribution des usages, dans nos règlements. Et je suis sûr que je ne sais pas si elle est encore avec nous, là, mais Notre-Dame de Saint-Adrien pourrait le dire, c'est ce qui est discuté dans les noyaux villageois, même dans les plus reculés du Québec, dans les plus petits d'eux-mêmes. Donc voilà, je pense que pour apporter une nuance au point de Diane, de dire qu'effectivement, ce n'est pas de créer de la confrontation ou que l'un prend par-dessus l'autre, mais juste de dire comment finalement ils s'imbriquent et ils travaillent main dans la main l'un avec l'autre. Puis justement, l'hébergement permanent d'un cohabitat peut se transformer peut-être certains espaces en hébergement temporaire pour des travailleurs de l'agriculture, comme Samuel l'a dit. Ils ont toute cette mixité-là, puis cette variation-là dans le temps aussi des usages, finalement. Donc, voilà, c'est toute une réflexion à avoir collectivement. Très intéressant, puis peut-être que j'aimerais aussi, d'une part, je trouve ça super intéressant que Foncier solidaire développe une communauté de pratique parce que je pense qu'en effet, il y a beaucoup de travail à faire dans le partage de connaissances pas de cette nouvelle, mais de cette innovation financière. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le développement d'un village, on ne parle pas uniquement de l'agriculture, uniquement de l'hébergement, uniquement de la santé. C'est une situation qui est pluridisciplinaire. Puis malheureusement, je suis sûr que vous le voyez, mais plus on s'éloigne des grands centres, plus il y a des silos en termes de développement agricole, de développement rural, de la santé. Pourtant, c'est un problème qui doit se faire de manière collective. Puis le défi du logement, puis le défi de l'agriculture, c'est pas la même personne qui se parle, puis souvent, ils vont pas se parler, fait qu'ils vont pas essayer de trouver une solution conjointe. Fait que, Diane, quand vous avez nommé cette réalité-là de l'un ou l'autre, c'est un peu comme ça que ça se réfléchit actuellement, puis je tiens juste à souligner que d'avoir des rencontres d'intelligence collective comme on le fait aujourd'hui, puis nous, on le fait de plus en plus avec des MRC, puis avec inter-MRC, de manière apolitique, détachée, informelle. Il y a de plus en plus de pollinisation qui se fait, puis de réflexion croisée qui se fait, mais pour ça, il faut qu'ils soient au courant des nouvelles tendances. Puis le dernier point que je veux apporter, c'est qu'on a récemment rédigé un mémoire pour le MEI. On a demandé des témoignages de forces fraîches un peu partout au Québec. Puis ce qu'on s'est fait dire souvent, c'est à travers les forces fraîches, il y a plein d'élus qui ont été sensibilisés à des modèles qu'ils ne connaissaient pas. C'est des gens qui sont là depuis 30-35 ans dans le milieu agricole. Si on ne les informe pas des nouvelles tendances, ils restent avec la structure traditionnelle, ils ne vont pas faire partie de la solution. Enfin, c'est aussi notre travail, je crois, comme écosystème d'innovation, de venir sensibiliser à travers le contenu. Diane, ce que vous faites, entre autres, est super important parce que c'est comme ça qu'on vient influencer les gens qui ne connaissent pas d'autres solutions. Samuel? Je voulais rajouter, c'est ça, si on veut parler d'innovation dans la façon qu'on vit, qu'on aménage le territoire, il faut absolument parler de la manière qu'on finance nos municipalités. Moi, je travaille avec des petites municipalités, là, 1000, 1500 habitants. Un salaire là, pour un maire, une mairesse, c'est comme 15 000 $ par année. Puis c'est une job à temps plein, plus que temps plein. C'est très prenant. Fait que ça influence le profil des gens qui se présentent. Des fois, c'est des gens qui sont super engagés dans la communauté, qui sont passionnés, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise, les compétences pour... Ça peut s'apprendre sur le tas, mais il y a une limite à ce qu'on peut faire en 4 ans comme apprentissage. Donc, c'est des gens souvent qui sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Étant donné le financement, ils sont dépendants des taxes foncières. Je pense qu'il faut regarder ça puis voir comment on pourrait diversifier le financement puis augmenter le financement des municipalités pour aller chercher une plus grande diversité dans nos candidats. J'ai fait partie d'un groupe, moi, dans ma région, justement, pour essayer de recruter des candidats plus progressistes, écologistes. Ça n'a pas été évident dans toutes les municipalités, mais il y a une belle démarche, entre autres, à Fredericksburg. Il faut aller jouer dans nos règlements d'urbanisme qui sont pris complètement dans le passé, puis qui en fait, c'est vicieux parce qu'ils sont formulés d'une manière à augmenter les revenus, donc les taxes foncières. On est à la course aux taxes foncières, puis ça ne favorise pas des milieux de vie qui sont accessibles, la mixité, tout ça. C'est vraiment toxique.
Mais on ne peut pas reprocher à nos conseillers, nos maires mairesses, vraiment ça, parce qu'ils sont pognés dans un cadre, ils n'ont pas beaucoup de leur mot à dire sur ce qui se passe au niveau provincial ou même au niveau fédéral. C'est très complexe, mais on n'a pas le choix d'aller regarder là si on veut que nos milieux de vie soient plus accessibles et se vivent différemment. Ah ouais, Merci Samuel. Nicolas? Oui, bien, effectivement, on parle beaucoup de communautés plus résilientes. Je pense sincèrement que ça passe par une plus grande mixité puis une cohésion entre les usages puis une collaboration, puis briser les silos. Mais en ce moment, effectivement, toute la réglementation urbanistique comme bloque tout projet qui va arriver avec une mixité, genre, tu sais, tout ce qui est comme une vision d'éco-village, puis d'autonomisation, puis de redéveloppement, bien, je veux dire, trouver un terrain qui permet un développement ou une réflexion comme ça n'existe pas. Fait que là, bien, chaque municipalité va avoir ses propres barrières, puis le chemin de croix va varier d'une municipalité à l'autre, dépendamment avec qui tu parles, mais dans tous les cas, tu as genre un long processus à entreprendre. Puis, c'est ça. Ça passe même par le plan d'aménagement des MRC. Fait que souvent, tu as comme 3 layers réglementaires. C'est pas facile. Merci de ton intervention, Nicolas. Marie-Christine. Puis après, je vais passer la parole à Émilie pour que tu te présentes. On parle justement des différents règlements qui mettent des freins, mais je pense à une programmation. J'étais à l'Institut EDEC, une école d'État internationale. On réfléchissait à des modèles alternatifs sur l'utilisation du territoire. Puis un beau modèle, c'est loin de moi, en banlieue de Paris, où la municipalité était intentionnelle à dire on enlève toutes les barrières, on revoit le code du bâtiment, puis on teste des nouveaux matériaux, on teste des nouveaux usages dans la ville. Puis c'est vraiment un laboratoire avec des limites très, très précises. C'était lancé en 2003. Là, je pourrais trouver le lien. Fait qu'il faut en fait un ministère qui soit intentionnel, une municipalité, puis dire OK, on fait vivre, on fait une expérimentation terrain. On enlève toutes ces barrières, puis on crée des apprentissages parce qu'on peut en parler longtemps, mais si on ne le teste pas, puis pour dire en fait qu'il y a déjà des modèles qui existent aussi, donc ces tests sont déjà vus dans le passé. Si c'est possible pour tous ceux qui ont name-droppé des exemples, de le mettre dans le chat, comme ça je pourrais les partager par la suite, ça serait vraiment apprécié. Samuel, puis après Émilie. Oui, je voulais juste rajouter un petit élément sur ce que j'ai dit un peu plus tôt. Les municipalités ont des droits que souvent ils ne connaissent pas ou qu'ils ne veulent pas aller explorer là parce qu'ils sont complètement débordés puis ils se doutent que ça va leur coûter plein de frais d'avocat. Notamment, ils ont le droit, ils peuvent avoir un droit de préemption. Donc, s'il y a un terrain, une habitation qui est en vente, ils peuvent avoir le premier droit pour acheter. Puis possiblement sortir ce bien-là du marché. Ils ont un droit de créer une réserve foncière. Si dans le noyau villageois, il y a toute une belle zone qui est sous-exploitée, qui n'est pas exploitée, ils pourraient créer une réserve foncière, créer un moment pour dialoguer avec le propriétaire, pour voir s'il y a comme un intérêt à réduire le coût de vente, le prix de vente, par exemple. Puis si ça ne marche pas, ils peuvent aller jusqu'à l'expropriation. Puis il y a des gabarits, il y a des modèles qui existent. La région métropolitaine de Montréal en a fait suivre, on a partagé un là, pour aider les petites communautés qui n'ont pas les budgets pour mener ce genre d'expérimentation-là. Donc, tu peux faire une expropriation si tu juges que c'est central au développement sain de ton noyau villageois. Donc, ça, c'est possible, mais il y a beaucoup de municipalités qui ne le savent pas ou qui se tiennent loin de ça parce qu'ils pensent qu'ils vont se faire poursuivre, qu'ils vont créer une révolution dans leur collectivité. Donc, je pense que ça, il y a une part de sensibilisation à faire auprès des administrations municipales, des élus, etc. Merci, Samuel. Je voulais passer la parole à Émilie parce qu'en fait, à date, tu es la seule agent de développement d'un territoire. Fait que je serais curieux de savoir, à titre d'agent de développement à Saint-Adrien, c'est quoi les défis qui sont reconnus par par ton écosystème, puis quels sont les obstacles, puis voilà. Bonjour à tous. Oui, je suis Émilie, je suis agente de développement pour la municipalité de Saint-Adrien dans la MRC des Sources. Donc, Pierre-Olivier, j'avais entendu parler de toi, mais on n'avait pas encore eu la chance de se rencontrer. Je dirais que Saint-Adrien, comme municipalité, moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande ouverture à l'innovation, des désirs de pratiques éco-responsables, de développement terrain. Fait que pour moi, c'est un petit peu beaucoup d'informations de vous écouter parce que c'est vraiment pertinent.
Mais c'est difficile aussi. Il y a des projets en cours, notamment, on a un regroupement de personnes âgées qui désirent la construction d'une résidence pour personnes âgées. Puis présentement, ils prennent le chemin d'accès-logis, mais c'est un peu, je ne veux pas dire à contre-cœur, là, parce que c'est très structuré. Il y aurait envie d'un espace commun avec des infrastructures partagées, une serre, un atelier d'art qui pourrait être partagé avec la communauté. Il y a aussi, présentement, on est en démarche pour un développement domiciliaire qui inclurait un terrain pour cette résidence pour personnes âgées. Donc, tout le monde a envie d'un projet innovateur. Mais ça revient à la question du financement. Ça revient aussi un peu, il y a un enjeu de pérennité. Je ne veux pas, la municipalité pense au déneigement, pense aux ressources d'eau. Présentement, on a un peu de problèmes avec l'eau potable. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on crée un engouement encore plus de demande pour l'eau potable? On veut peut-être un projet novateur, mais les camions de pompiers doivent être capables de desservir chaque maison. On parle d'habitation, on a un besoin aussi de locatif. Il y en a qui veulent aller plus vers des mini-maisons. Il faut penser dans 20-30 ans, est-ce que ça va bien se revendre aussi? Il y a comme une question de mode, il y a une question de... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de partenaires. Là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de partenaires à aller chercher. Ça ne peut pas être un projet qui est juste porté par la municipalité ou qui est juste porté par 4 femmes exceptionnelles qui ont 65 ans et plus. Il y a beaucoup de gens à rallier autour d'un même projet. Mais en tout cas, c'est ça, un peu ça le défi, c'est qu'il y a l'espace puis il y a la volonté municipale d'un projet novateur. Fait que, je dirais que les règlements, ou le côté politique, c'est pas autant un problème que ce qui est mentionné, là, mais il y a quand même un comment est-ce qu'on le fait ensemble. Là. Puis juste par curiosité, Émilie, quand tu as parlé des défis de logement, comme de location, c'est quoi les obstacles à ces services-là actuellement? Bien, présentement, il n'y a aucun logement disponible. Il y a aussi beaucoup de je comprends même pas, j'essaie de comprendre présentement comment est-ce que l'achat-vente se fait. Là. Il y a des blocs à part que les citoyens de Saint-Adrien ne savaient même pas qu'ils étaient à vendre, puis tout d'un coup, ils se font vendre. Le bloc appartement se fait vendre à quelqu'un qui vient de la grande ville, qui veulent une unité dans le bloc appartement. Fait quelqu'un que ça fait 30 ans qui est dans ce bloc appartement-là, tout d'un coup, doit être là. Oups! Est-ce que je vous ai perdu? Tout va bien, on te voit. Tu es là. OK. Je suis m'assurer que je suis branchée. Est-ce que vous me voyez encore? Oui, ça te va, on te voit. OK, mon écran vient de devenir noir, donc je vais parler dans le vide. OK. J'ai idée pourquoi. Mais nous, on te voit bien puis on t'entend. Ah, dommage. Mais je vais prendre vos questions, là, comme ça, je vais être sûre si vous avez des questions. Je suis vraiment contente de tous vous écouter. Puis ça donne espoir qu'il y a peut-être façon de trouver plusieurs partenariats pour faire arriver des beaux projets. Splendide. Marie-Christine, tu as la main levée, vas-y. Puis après, j'aimerais beaucoup entendre Kim et Cédric. Fait que si c'est possible éventuellement d'embarquer, je vois que Cédric est dans Gaspésie. Je serais curieux de voir s'il y a des problématiques en Gaspésie que vous pourriez nous présenter. Donc, Marie-Christine, à toi. Je fais du pouce sur 2 éléments, qui est la volonté du milieu où à la fois les citoyens sont prêts à se lancer dans un projet de résidence pour aînés, la municipalité aussi, puis là, l'enjeu qui est ce que tu mentionnais, Samuel, qui est peut-être de rappeler et de sensibiliser. Puis là, moi, j'ai envie de dire le secrétariat aux aînés. Parce que le secrétariat aux aînés, les différents ministères aussi, en fait, octroient des montants d'argent importants. Là. Donc, en avril 2021, c'est 7,2 millions de dollars qui est investi dans les OBNL pour réfléchir à adapter les milieux de vie à l'égard des aînés. Espace Mini a reçu un montant important pour réfléchir autrement l'habitation pour les aînés. Mais là, on parle encore du nom par nombre de lits, puis par médecin. Puis quand même bien qu'on voudrait les inspirer puis les sensibiliser, c'est un super défi. Fait que tout le monde est prêt, là. Puis il y a même le financement, mais il y a tellement des barrières à un autre niveau. Tu sais, c'est la même réflexion qui a été portée quand on réfléchissait à nos écoles puis à des modèles alternatifs. Fait que ce frein-là, il est énorme. Vraiment? Puis juste par curiosité, c'est quoi la prochaine étape de cette démarche-là? Ben, en fait, c'est de mettre à jour un guide sur l'habitation avec des modèles alternatifs. Puis les modèles alternatifs, ils existent déjà.
Fait que oui, on souhaite les promouvoir, mais après ça, l'idée, c'est comment faciliter là, le financement de ces projets alternatifs via le ministère de la Famille puis le secrétariat aux aînés. Puis pour nous, c'est ça notre ambition. Puis il faut aller influencer à haut niveau, mais c'est un grand défi. Puis je le dis avec un découragement en ce moment. Merci Marie-Christine. Cédric, parle-nous un peu de ce que tu fais dans la vie. Oui, bonjour. Ce que je fais dans la vie, en fait, je vais commencer par dire que je suis en Gaspésie depuis 1 an. Pour me présenter un peu, jusqu'à il y a un peu plus qu'1 an, j'étais attaché politique, puis j'ai pas mal travaillé sur la question du logement en ville. J'étais attaché politique pour Andrés Fontecilla, qui est député solidaire, qui est dans l'opposition évidemment, mais qui porte parole en matière de logement. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question du logement. En Gaspésie, c'est sûr que c'est un dossier maintenant qui m'intéresse énormément. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Puis justement, je suis à réfléchir à monter quelque chose. D'une part, parce qu'il y a énormément de manque au niveau du logement comme tel, mais aussi au niveau de, par exemple, la défense des droits des locataires, dans la mobilisation citoyenne autour de la question du logement, pour créer, je pense, des initiatives sociales d'habitation ici. Il faut d'abord nommer l'enjeu, puis le rendre public. Fait que moi, je suis en train de réfléchir à ces choses-là, puis à monter un projet là-dessus. Pour présenter la réalité de la Gaspésie, comme tu me l'as demandé, c'est que la réalité particulière de la Gaspésie, c'est que, bon, évidemment, on a une crise du logement comme partout au Québec. On a un taux d'inoccupation qui est carrément à 0% dans la plupart des grandes municipalités de la Gaspésie de 10 000 habitants et plus. Donc, c'est un problème. Le problème ici il est doublé par le fait que, étant donné l'éloignement, les coûts de construction sont à 15 à 20% plus élevés que dans les régions plus centrales du Québec. Et que, parallèlement à ça, moi, je suis en Haute-Gaspésie. La Haute-Gaspésie, c'est la MRC, à ma connaissance, la plus dévitalisée au Québec. Donc, on a un revenu des gens qui ne peuvent même pas supporter la construction. S'ils veulent, par exemple, acquérir un terrain, les terrains peuvent être moins chers, sauf que le coût de construction est tellement élevé que ça pose un problème au niveau des entrepreneurs, par exemple, qui pourraient être intéressés à venir construire ici. L'autre problème particulier de la Gaspésie qu'on a, qui ne se retrouve peut-être pas dans d'autres régions, c'est le caractère du tourisme saisonnier. C'est une région qui est très, très touristique. Puis ça a des effets très délétères sur le marché immobilier et le marché locatif. D'une part, parce qu'on a des phénomènes de dévitalisation de certaines communautés, comme je pense à Percé, sans même nommer les îles de la Madeleine, qui est fois 1000 ce qui se passe en Gaspésie, mais à Percé, par exemple, on a un gros problème parce que c'est une ville qui s'est complètement dévitalisée hors saison touristique. C'est Disneyland l'été, là, c'est rempli de gens, mais l'hiver, hors saison touristique, en fait, là, c'est une ville qui est complètement morte. Puis ça nous guette dans l'ensemble de la Gaspésie. Parce que ce qui est plus intéressant, par exemple, pour des personnes qui voudraient investir dans l'immobilier ou ne serait-ce que des propriétaires, c'est de louer de façon saisonnière, par exemple, de garder des propriétés résidentielles, mais de les louer, par exemple, pendant 3 mois sur Airbnb. Donc, on a cette difficulté-là qui crée une rareté au niveau de l'acquisition immobilière pour les gens qui veulent s'établir ici, mais aussi pour le marché locatif. On a une réduction du parc locatif qui est due à ça. Puis il y a un phénomène aussi assez particulier qu'on peut appeler ça les éviction, là. En fait, c'est des gens qui habitent, louent une maison, louent un appartement,
mais qui sont forcés de quitter l'été parce que leur propriétaire fait beaucoup plus d'argent en louant des touristes et n'est pas intéressé à signer des baux annuels à long terme à des locataires parce qu'ils pourraient de toute façon faire beaucoup plus d'argent simplement en louant l'été. Donc, c'est ça, moi, je suis à regarder un peu ce qui se passe ici, puis à prendre de l'information à ce niveau-là pour, d'une part, organiser quelque chose, que ça soit au niveau, parce que je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore, mais que ça soit au niveau de la création peut-être d'initiatives sociales d'habitation en Gaspésie, ou que ça soit simplement pour aller chercher différents projets là, pour les intéresser, pour qu'ils viennent peut-être à développer des projets en Gaspésie. Donc, on a un chantier logement là, ce jeudi là, que j'attends avec impatience. Je vais avoir un petit peu plus d'informations après ça, mais donc, voilà. Merci Cédric. Je suis vraiment content que tu aies souligné tous ces points-là parce que nous, un des instigateurs, une des inspirations de ce caucus-là, c'était Jean-François Cacoud, qui est directeur général de Percé, qui a parlé de la taxe touristique, justement, c'était une des pistes de solution pour pallier à ça, mais justement, le logement, l'hébergement à court terme qui vient complètement empêcher finalement le développement du territoire. Fait que merci énormément de cette réflexion-là, Cédric. Diane, tu vas avoir le mot de la fin. Donc, la parole est à toi. Je voulais pas vraiment le mot de la fin. Je voulais dire quelque chose à Cédric. Je voulais dire que j'ai une copine qui s'appelle Nancy Goulet qui travaille sur un projet d'immobilier. Tu la connais? À Carleton. OK. Donc, il y a une gang à Carleton-sur-Mer qui travaille sur un projet d'immobilier solidaire. Puis mon contact là-bas, c'est Nancy Goulet. Fait que je voulais juste te le dire. Fait que non, je ne voulais pas le mot de la fin, je voulais juste dire quelque chose à Cédric. Mais non, mais c'est parfait, puis c'est bon qu'il est déjà 13h29. Je pense qu'on peut poursuivre là, toute la journée sur ce sujet-là. C'était fascinant. J'espère que vous avez retiré de l'information, des contacts. Je vous invite à rentrer en contact les uns avec les autres. Je vous remercie, Samuel, d'abord, Samuel Gervais de Foncier Solidaire. Merci de ton temps, de ta présence. Merci de l'invitation. Ben, tout le plaisir est pour nous. Pour les autres, je vous invite, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas déjà dans le groupe Facebook des Forces fraîches. Je vous invite, c'est un groupe d'intelligence collective qui vous appartient, où est-ce que vous pouvez partager vos problèmes, aller chercher de l'inspiration. Ce groupe-là peut être encore plus dynamique. Il vous appartient, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et vous allez avoir accès à toute la programmation aussi là. Puis aussi, comme vous le voyez, je pense c'est un peu dans notre nature d'essayer de mettre en réseau puis d'organiser des événements très faciles, très agiles autour de thématiques. Samuel, je te lance un peu l'idée. Vous allez avoir une communauté de pratique autour du foncier solidaire. Éventuellement, ça serait peut-être intéressant de tendre la main à d'autres communautés de pratique. Nous, on est très proche de Passerelle également. Fait que de ne pas hésiter à nous interpeller pour venir mettre en réseau. Si vous avez des sujets qui sont chers, des problématiques que vous aimeriez entendre d'autres porteurs de projets, entrepreneurs, agents de développement à travers le Québec, c'est à ça qu'on sert parce que c'est ensemble qu'on va adresser ces grosses problématiques-là. C'est en y réfléchissant, en amenant de l'intelligence collective, en amenant des points de vue. Fait que sans plus tarder, je vais vous libérer. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée puis au plaisir de vous revoir lors d'un prochain caucus. Merci. Merci tout le monde.